Serge Reggiani était admiré pour la gravité de sa voix et l'ombre qui habitait son regard, mais bien peu de gens ont réellement compris d'où venait cette noirceur. Derrière le succès, derrière les applaudissements, sa vie a été façonnée par la perte, la culpabilité et un combat permanent contre l'effondrement intérieur. Bien avant que la célébrité ne le rattrape, la tragédie avait déjà laissé son empreinte. Et même après être devenu l'un des acteurs et chanteurs les plus respectés de France, la paix n'est jamais vraiment venue. C'est l'histoire d'un homme qui a tout donné à l'art et qui l'a payé de sa vie. Une enfance marquée par la culpabilité et l'exil. Serge Reggiani est né le 2 mai 1922 à Reggio d'Émilie, dans le nord de l'Italie, au sein d'une famille ouvrière modeste. Son père, Ferruccio Reggiani, était coiffeur de métier, tandis que sa mère travaillait de longues heures comme ouvrière d'usine. L'argent manquait constamment et la sécurité était fragile. Mais la première tragédie qui allait façonner la vie de Serge survint presque immédiatement. Enfant, il perdit son petit frère, mort à seulement 3 mois des suites d'une pneumonie. Selon les récits familiaux, la maladie aurait été provoquée par une fenêtre restée ouverte. Pour Serge, ce détail devint insupportable. Il porta toute sa vie un sentiment profond et irrationnel de responsabilité qui ne le quitterait jamais. Des décennies plus tard encore, ses proches affirmaient que cette culpabilité persistait silencieusement, modelant son tempérament et son besoin de retenue émotionnelle. En 1930, alors que le fascisme resserrait son emprise sur l'Italie sous Mussolini, la famille Reggiani fuit le pays. Serge avait 8 ans lorsqu'ils arrivèrent en France et s'installèrent dans la petite ville normande de Yvetot. La transition fut brutale. Il était un enfant immigré, avec un accent, dans un pays encore méfiant envers les étrangers. Ses parents travaillaient sans relâche pour survivre, et Serge comprit très tôt que la vulnérabilité était un danger. Il suivit d'abord les traces de son père en devenant apprenti coiffeur, persuadé que l'art était un luxe réservé aux autres. Tout changea lorsque la famille s'installa plus tard à Paris. Par hasard, Serge tomba sur une petite annonce dans un journal annonçant des auditions au Conservatoire des arts cinématographiques. Sur un coup d'élan, il se présenta. Contre toute attente, il fut admis. Il entama alors une formation rigoureuse en art dramatique et poursuivit son apprentissage auprès de Léon Smet, affinant un style fondé sur l'intensité plutôt que sur le charme. En 1938, à seulement 15 ans, il obtint le premier prix de comédie à Paris, une distinction exceptionnelle qui révéla un talent rare. Malgré ce succès précoce, Reggiani ne développa jamais un véritable sentiment de confiance. Ceux qui l'ont connu décrivaient déjà un jeune homme accablé par le sérieux, introspectif jusqu'à l'effacement de soi. En 1939, il s'inscrivit au Conservatoire national d'art dramatique et, en 1941, fit ses débuts professionnels sur scène. Pourtant, même lorsque les portes s'ouvraient, la distance émotionnelle demeurait. Il ne courait pas après la célébrité. Il se tournait naturellement vers des rôles qui reflétaient son monde intérieur, des personnages écrasés par les conflits moraux, le regret et le silence. Les fondations de l'art de Serge Reggiani étaient opposées, mais elles reposaient sur la perte plutôt que sur l'ambition. La célébrité arrive, mais le malheur la suit de près. Au milieu des années 1940, Serge Reggiani était devenu discrètement l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs de France. Sa percée ne passa pas par le spectacle de la célébrité, mais par un travail exigeant et rigoureux. Il apparut dans Le Carrefour des enfants perdus sous la direction de Léo Johannon, puis dans Les Portes de la nuit, où son intensité contenue le distingua immédiatement. Contrairement à beaucoup d'acteurs en pleine ascension à cette époque, Reggiani ne s'appuyait ni sur le charme, ni sur la bravoure physique. Sa force venait de l'immobilité, de l'impression qu'un poids immense était toujours retenu. Les réalisateurs le remarquèrent, le public aussi. Le moment décisif de ses débuts survint lorsqu'il donna la réplique à Simone Signoret dans Casque d'or.
Reggiani y incarnait un homme du peuple, animé par l'obsession et une dévotion condamnée d'avance. Le rôle exigeait une mise à nu émotionnelle, qu'il livra sans aucune sentimentalité. Le film devint mythique, et Reggiani fut soudain reconnu comme un grand acteur dramatique. Pourtant, le succès ne se transforma jamais en sécurité. Même au sommet de la reconnaissance critique, il demeurait profondément mal à l'aise face à la célébrité, méfiant à l'égard des éloges et convaincu que la stabilité pouvait disparaître à tout instant. Après la guerre, sa réputation ne cessa de croître. Il travailla sans relâche au théâtre comme au cinéma, excellant dans des rôles moralement ambigus. Ses interprétations dans Manon et Marie-Octobre consolidèrent son image d'acteur capable d'habiter la noirceur sans jamais tomber dans l'excès. Il fut naturalisé français, une reconnaissance officielle qui aurait dû marquer un nouveau départ. Au lieu de cela, sa carrière prit une tournure inattendue qui allait le poursuivre pendant des décennies. Malgré son talent, Reggiani se retrouva associé à une série de projets prestigieux qui n'aboutirent jamais. Il signa des contrats pour de grands films portés par des réalisateurs renommés pour les voir s'effondrer en cours de production ou être définitivement mis de côté. La fleur de l'âge, projet très attendu de Marcel Carné avec Anouk Aimée, fut abandonné. Plus tard, L'enfer d'Henri-Georges Clouzot, une collaboration très espérée avec Romy Schneider, échoua également après un tournage désastreux. Ses œuvres entrèrent dans la légende des films maudits et, injustement, cette réputation s'attacha à Reggiani. Dans le milieu, les murmures commencèrent. Les producteurs devinrent prudents. Lui-même n'a jamais cru porter la malchance, mais la répétition de ses échecs le troubla profondément. Il avait tout fait correctement, travaillé avec rigueur, respecté les réalisateurs, livré des interprétations intègres, et pourtant, les résultats lui échappaient. Ce sentiment d'impuissance ravivait des blessures plus anciennes, renforçant l'idée que le désastre pouvait surgir sans prévenir. Pourtant, Reggiani continua d'avancer. Il livra l'une de ses performances les plus marquantes dans Le Doulos, où il interprétait Maurice Vogel, un homme durci par la trahison et la suspicion. Le rôle faisait écho à son propre état intérieur, méfiant, blessé, constamment sur ses gardes. À ce stade, il était un acteur respecté, mais aussi profondément fatigué. La célébrité était là, mais au lieu de l'apaiser, elle nourrissait son anxiété. Les fondations de son succès se fissuraient déjà, tandis que le public le croyait encore intouchable. Une voix qui portait la douleur plutôt que la mélodie. Au début des années 1960, Serge Reggiani se trouva à un carrefour. Sa réputation d'acteur était solide, mais l'instabilité de sa carrière et l'usure émotionnelle provoquée par les déceptions répétées le rendaient inquiet. Il ne se satisfaisait plus d'habiter des personnages écrits par d'autres. Il avait besoin d'un mode d'expression lui permettant de parler plus directement, sans masque ni distance narrative. Ce moment survint lorsqu'il croisa la route de Jacques Canetti, découvreur de talents légendaires, connu pour reconnaître des voix qui ne correspondaient pas aux normes établies. Canetti n'entendit pas un chanteur en Reggiani. Il entendit un homme qui avait vécu. À une époque où la scène musicale française était dominée par l'optimisme juvénile et les refrains accrocheurs, Reggiani proposait quelque chose de radicalement différent. Ses premiers enregistrements, consacrés au texte de Boris Vian, se distinguèrent immédiatement. Sa voix n'était ni lisse ni décorative. Elle était lourde, usée, contenue sur le plan émotionnel. Cette retenue devint sa force. Les auditeurs percevaient que chaque mot portait un poids intime. Le véritable tournant arriva avec son deuxième album, enregistré après une préparation intense et un travail vocal guidé par Barbara. Elle comprenait que Reggiani n'avait pas besoin de chanter joliment. Il devait dire la vérité. Le résultat fut bouleversant par sa simplicité. Le petit garçon racontait l'histoire d'un homme abandonné par sa femme, laissé seul avec son enfant. L'interprétation de Reggiani évitait toute théâtralité. Il disait la chanson plus qu'il ne la chantait, laissant les silences et les hésitations exprimer ce que la mélodie ne pouvait pas dire.
Le public se reconnut dans cette fragilité et la chanson toucha profondément toute la France. Peu après, Les Loups sont entrés dans Paris, révéla une autre dimension de son art. Inspirée par l'occupation allemande de Paris, la chanson privilégiait la métaphore plutôt que les slogans. Reggiani ne criait pas la résistance, il la racontait calmement et gravement comme un souvenir impossible à effacer. Le contraste entre le sujet et son interprétation maîtrisée donna à la chanson une force durable. Ce n'était pas un hymne, c'était un avertissement. Le succès arriva rapidement, mais il ne l'adoucit pas. Au contraire, il accentua un conflit intérieur déjà présent dans sa vie personnelle. Au moment même où sa carrière de chanteur prenait son essor, son fils Stéphane tentait de s'imposer comme musicien. Sans le vouloir, Reggiani devint l'ombre de son fils. La comparaison était inévitable et cette tension le bouleversait profondément. Des proches se souvenaient que Serge ne parlait jamais de sa réussite avec fierté à la maison. Ils craignaient qu'elle ait un prix. Tout au long de la fin des années 1960 et de la décennie suivante, Reggiani vécut entre deux univers exigeants, le cinéma et la chanson. Il collabora avec des paroliers respectés, choisissant des textes qui explorèrent la solitude, la liberté, le regret et une forme de défi silencieux. Ses sympathies politiques étaient connues, mais il ne transforma jamais son travail en propagande. Il s'intéressait avant tout aux individus écrasés par les circonstances, à son image. Le public s'élargit, les récompenses suivirent, mais l'homme derrière la voix demeurait fragile. La musique lui avait offert un moyen de survivre, non une voie vers la guérison. Famille, dépendance et la perte dont il ne s'est jamais remis. Derrière l'image publique disciplinée, presque austère, de Serge Reggiani, se cachait une vie privée façonnée par l'instabilité, la retenue émotionnelle et une douleur longtemps enfouie. Son premier mariage avec l'actrice Jeannine Darcet débuta dans les dernières années de la guerre, à une époque où la survie elle-même semblait provisoire. Ils se marièrent en 1945 et eurent rapidement deux enfants, Stéphane et Karine. Reggiani était un père pourvoyeur dévoué, mais jamais démonstratif. Des proches de la famille se souviendront plus tard qu'il pensait que l'affection, lorsqu'elle était trop ouvertement exprimée, créait une forme de faiblesse. Il aimait profondément, mais à distance. À mesure que les carrières de Jeannine et de Serge s'intensifiaient, le mariage se désagrégea lentement sous la pression. Ils divorcèrent au milieu des années 1950, laissant Reggiani avec un sentiment durable d'échec personnel qu'il n'aborda jamais frontalement. En 1958, il se maria de nouveau, cette fois avec Annie Noël, actrice et metteuse en scène dont la rigueur artistique faisait écho à la sienne. Ensemble, ils fondèrent une famille plus nombreuse et accueillirent 3 enfants, Célia, Simon et Maria. Entre la fin des années 1950 et le début des années 1960. En apparence, cette période semblait plus stable. Le foyer baignait dans l'art, les répétitions et les échanges créatifs. Pourtant, même alors, Reggiani demeurait intérieurement sur la défensive. Il était présent physiquement, mais émotionnellement insaisissable, se réfugiant dans le travail dès que la vie familiale devenait exigeante. Le silence était sa réponse par défaut au conflit, et ce silence installa peu à peu une distance affective au sein du foyer. Le mariage finit par se briser après de longues années, renforçant chez lui la conviction que les attaches personnelles étaient, par nature, fragiles. À mesure que sa carrière s'étendait au cinéma, au théâtre et à la chanson, l'alcool entra discrètement dans sa vie quotidienne. Rien de flamboyant ni de scandaleux. Reggiani ne buvait pas de manière ostentatoire et ne cultiva jamais une image de chaos. L'alcool jouait plutôt le rôle d'anesthésiant. Ses amis et collaborateurs remarquaient qu'il buvait pour apaiser ses pensées, pour ralentir une pression intérieure qui ne semblait jamais retomber. Cela atténuait l'angoisse, mais renforçait aussi l'isolement. À la fin des années 1970,
L'alcool faisait partie de sa routine privée, un mécanisme de survie qu'il ne niait pas, mais qu'il n'évoquait jamais. Rien, toutefois, ne pouvait se comparer au choc de l'été 1980. Son fils aîné, Stéphane, avait passé des années à tenter de s'imposer comme musicien. Il avait sorti un album, s'était produit dans de grandes salles parisiennes et avait même assuré des premières parties pour des artistes de renommée internationale. Pourtant, le succès ne venait jamais vraiment et la comparaison avec son père était inévitable. Après l'échec d'un second mariage et une accumulation de frustrations personnelles, Stéphane sombra dans le désespoir. Alors qu'il séjournait dans la maison de vacances de son père dans le sud de la France, il mit fin à ses jours d'une balle. Il avait 35 ans. L'impact sur Reggiani fut dévastateur et irréversible. Des amis décrivirent plus tard un homme qui semblait avoir rapetissé du jour au lendemain, comme si quelque chose d'essentiel lui avait été arraché. La culpabilité ressurgit avec une violence écrasante. Culpabilité liée à la distance affective, à l'absence, au fait d'avoir réussi là où son fils avait échoué. Il s'interrogea sans relâche sur sa responsabilité, se demandant si sa propre carrière n'avait pas écrasé les chances de Stéphane, si le silence n'avait pas remplacé l'accompagnement au moment crucial. La dépression s'installa rapidement, et sa dépendance à l'alcool s'aggrava. Pendant un temps, il se retira presque complètement de la vie publique, doutant que l'art puisse encore justifier sa survie. Ce qui le maintint en vie fut le travail, même s'il ne lui apporta aucun réconfort. Il retourna sur scène non par ambition, mais par nécessité. La performance devint un acte de survie plutôt qu'un moyen d'expression. Il évitait les interviews et refusait d'évoquer publiquement son fils, mais la transformation était évidente dans son œuvre. Les chansons sur la liberté, la perte et le regret s'alourdissaient, dépouillées de métaphores. Elles ne semblaient plus interprétées, mais confessées. Même lorsqu'il apparaissait dans des films respectés ou se produisait devant des salles combles, il n'y avait aucun signe de guérison, seulement de l'endurance. Ses enfants plus jeunes restèrent proches de lui, en particulier Simon, qui réalisera plus tard un film inspiré de la vie et des tourments intérieurs de son père. Pourtant, Reggiani ne parle jamais de guérison. Il considérait la survie comme le meilleur résultat possible. À partir de ce moment, l'absence imprégna tout ce qu'il créa. L'homme qui avait autrefois incarné la tragédie avec retenue en était devenu indissociable, vivant le reste de sa vie dans une cohabitation silencieuse avec un chagrin dont il ne s'échappa jamais. Les dernières années, une mort discrète et un héritage laissé sans protection. Après la mort de son fils, Serge Reggiani ne redevint jamais vraiment l'homme qu'il avait été. Ce qui suivit ne fut pas un déclin de ses capacités artistiques, mais un rétrécissement volontaire de sa vie elle-même. Dès le début des années 1980, il vécut selon une routine presque militaire, utilisant le travail comme une structure pour tenir le désespoir à distance. Il continua d'enregistrer des albums et de se produire sur scène, non pour se réinventer, mais pour maintenir une continuité. Le public perçut immédiatement le changement. Ses prestations devinrent plus lourdes, plus lentes, plus retenues, comme si chaque apparition exigeait un dosage émotionnel minutieux. Les grandes salles l'accueillaient toujours, et sa réputation publique restait intacte, mais dans l'intimité, la joie était devenue quelque chose qu'il regardait avec méfiance plutôt qu'avec espoir. Tout au long des années 1990, Reggiani réduisit sa présence à l'écran. Il ne disparut pas complètement, mais choisit ses rôles avec soin, privilégiant des projets exigeant l'introspection plutôt que l'exposition. Lorsqu'il jouait, ses interprétations portaient une gravité indéniable, façonnée par l'expérience vécue plus que par la technique. Parallèlement, il se tourna de plus en plus vers la peinture et la sculpture. Ses pratiques n'étaient ni des gestes publics, ni des reconversions de carrière, mais des refuges intimes. Ses proches remarquaient qu'il semblait plus apaisé lorsqu'il travaillait de ses mains, loin des mots. L'art visuel lui permettait d'exister sans explication, sans confession. Dans une vie où les mots étaient devenus pesants,
Le silence avait valeur de protection. Malgré sa réserve, les marques de reconnaissance continuèrent d'affluer. À l'occasion de ses 80 ans, de nombreux artistes lui rendirent hommage et il reçut d'importantes distinctions saluant sa contribution à la culture française. Il les accepta sans cérémonie, commentant rarement la notion d'héritage ou de réussite. Les éloges, à ce stade, ne le rassurèrent plus. Ce qui comptait pour lui était de rester actif, de se sentir utile et d'éviter l'immobilité émotionnelle. En 2003, après plus de 30 années de vie commune, il épousa Noëlle Adam, sa compagne de longue date. La décision fut pratique plutôt que symbolique. Leur relation avait déjà traversé des décennies de vie partagée, de maladies et de fatigue. Le mariage changea peu leur quotidien, mais il officialisa une loyauté à un moment où Reggiani semblait de plus en plus conscient de sa propre fragilité. Un an plus tard, dans la nuit du 22 juillet, il mourut d'un arrêt cardiaque à son domicile de Boulogne-Billancourt. Il avait 82 ans. Il n'y eut ni longue maladie, ni tournée d'adieu, ni déclaration finale. Sa mort fut silencieuse, presque discrète, à l'image de sa manière de vivre. Il fut inhumé au cimetière du Montparnasse, auprès de son fils Stéphane, une proximité que beaucoup jugèrent douloureusement symbolique. Ce qui suivit sa disparition ne fut pas l'apaisement, mais un nouveau chapitre de souffrance, cette fois porté par ceux qu'il laissait derrière lui. Reggiani ne s'était jamais préoccupé de planification financière. Il était interprète et non compositeur, ce qui signifiait que les chansons associées à sa voix généraient peu de revenus lorsqu'elles étaient reprises par d'autres. Il dépensait librement, épargnait peu et faisait confiance aux circonstances. Son testament attribuait à son épouse les droits moraux sur son œuvre, mais ne précisait pas clairement la répartition des biens matériels. Cette omission déclencha un conflit judiciaire qui allait durer près de 20 ans. Noëlle Adam se retrouva rapidement dans une situation financière très difficile, vivant d'une retraite modeste tandis que les versements de droits étaient bloqués en raison des conflits familiaux. Les enfants issus des mariages précédents contestèrent la succession, se disputant œuvres d'art, mobilier, tableaux et participations liées au cinéma. Les décisions de justice permirent de clarifier certains points, mais le ressentiment persista bien au-delà des aspects juridiques. Ce n'est que de nombreuses années plus tard qu'un accord amiable fut finalement trouvé, alors même que la valeur financière de l'héritage s'était largement amoindrie. Au bout du compte, Serge Reggiani ne laissa ni fortune, ni empire soigneusement préservé, ni héritage protégé. Ce qui demeura, ce furent des enregistrements porteurs d'une vérité émotionnelle intacte, des interprétations façonnées par la retenue plutôt que par le spectacle, et une vie montrant jusqu'où l'art peut consumer celui qui s'y donne entièrement. Son histoire ne se conclut ni par la rédemption, ni par la résolution. Elle s'acheva dans la discrétion, avec une douleur irrésolue et un silence plus éloquent que n'importe quel adieu. Pensez-vous que la souffrance de Serge Reggiani ait donné sa force à son art, ou lui a-t-elle coûté tout ce dont il ne s'est jamais remis? Donnez-nous votre avis. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres vies méconnues derrière les légendes.